J'ai empoisonné le vin de ma sœur ce soir-là, sous les yeux indifférents des lustres de cristal du salon familial à Paris, et j'ai souri en la voyant convulser sur le tapis persan taché de Bordeaux. Ma mère, cette vipère aux lèvres peintes en rouge sang, a ri, oui, ri, en apprenant que j'avais pris la place qui me revenait de droit depuis 20 ans, celle de l'héritière légitime, pas de la bâtarde qu'elles avaient toutes deux reléguée dans l'ombre. Et moi, Lily, la fille du péché qu'elles avaient enterré vivant, j'ai murmuré, c'est pour papa, que j'ai tué pour vous protéger. Et maintenant, c'est votre tour. Paris, cette ville de lumière factice et de ruelles où les secrets pourrissent comme des croissants oubliés, m'avait toujours semblé une prison dorée. J'étais Lily, ou du moins c'est le nom qu'on m'avait donné après l'adoption, un euphémisme pour ramassage des ordures, dans les banlieues grises de Saint-Denis. Ma sœur, Émilie, née de la chair même de notre mère, Claire de Montfort, paradait dans les salons haussmanniens comme une princesse déchue d'un roman de Balzac, tandis que j'étais l'ombre, la servante invisible qui polissait l'argenterie et effaçait les traces de leurs excès. Tout a commencé par un hurlement, ce soir d'automne 2015, sous un ciel plombé qui pleurait sur les toits de zinc. Nous étions dans l'hôtel particulier de la rue de Rivoli, ce mausolée de marbre froid où ma mère organisait ses réceptions pour les puissants, juges, banquiers, politiciens au sourire carnassier. Émilie, alors âgée de 25 ans, s'est plantée devant moi, un verre de champagne à la main, ses yeux verts injectés de jalousie. Cette fille adoptée ne sera jamais l'égale de Lily. A-t-elle hurlé, sa voix stridente comme un vinyle rayé, se tournant vers notre mère qui sirotait son porto en feignant l'indifférence. Elle voulait dire l'égale de moi, bien sûr, mais dans sa fureur alcoolisée, elle avait inversé les noms, comme si j'étais déjà un fantôme effacé de l'histoire familiale. J'ai répondu d'une voix calme, trop calme, celle que j'avais affinée au fil des années pour masquer la rage qui bouillonnait en moi comme un bouillon de culture dans un labo clandestin. Peut-être, ma chère sœur, mais Lily, moi, c'est ce que c'est que de porter le poids d'un secret qui pourrait tous nous envoyer à la guillotine. Les invités ont ri, pensant à une querelle d'héritière théâtrale, mais ma mère a pâli, ses doigts serrant le pied de son verre jusqu'à ce que le cristal craque. Ce secret remontait à mon enfance, ou plutôt à ce que j'en avais retenu. Des flashs de violence dans une chambre aux murs tapissés de velours rouge, à Versailles, où notre père, Henri de Montfort, un industriel véreux qui avait bâti son empire sur des importations illégales d'ivoire et de diamants sanglants, avait été assassiné. J'avais 8 ans. J'étais entré dans la pièce par effraction, attiré par les cris, et je l'avais vue, Émilie, ma grande sœur de 12 ans, tenant le couteau ensanglanté, les yeux fous de haine. Il voulait te renvoyer à l'orphelinat, la bâtarde. M'avait-elle sifflé plus tard, quand on nous avait séparés. Mais ce n'était pas tout. Notre mère savait. Elle avait maquillé le crime en suicide, et moi, la petite orpheline adoptée pour faire bonne figure aux yeux de la société, j'avais été forcé de signer une déposition mensongère. J'avais vu papa se trancher les veines, seul, déprimé par ses affaires. Pourquoi? Parce que j'étais le bouc émissaire idéal. Adopté illégalement des bas-fonds d'Alger, ramené en France comme un trophée exotique pour masquer les infidélités d'Henri, j'étais la tache sur le blason familial. Émilie, l'héritière pure, avait tué pour protéger son statut. Papa avait découvert ses liaisons avec un amant marié, un scandale qui aurait ruiné les Montfort. Maman, pragmatique jusqu'à la moelle, avait choisi, enterrer le corps et le crime sous des couches de mensonges. J'avais porté le fardeau pendant 17 ans, hanté par des nuits où je revivais la lame s'enfonçant dans la chair, le sang chaud sur mes mains d'enfant. Les années suivantes furent un lent empoisonnement. À l'école Sainte-Marie, un couvent chic du 16e arrondissement, Émilie me traitait comme une domestique, me forçant à lui prêter mes devoirs, à laver ses uniformes amidonnés. Tu n'es rien sans nous, Lily. Une erreur de casting dans notre opéra familial. Maman, avec son sourire de Mona Lisa empaillé, hochait la tête. Patience, ma chérie. L'héritage viendra à celle qui le mérite. Mais l'héritage, les actions dans les banques suisses, les vignobles en Bordelais, les appartements à Cannes, tout cela filait vers Émilie, qui dépensait l'argent en fêtes débridées au Crazy Horse, dansant nue pour des hommes en smoking qui la traitaient comme une poupée gonflable. Je travaillais, moi. Études de droit à la Sorbonne, nuit blanche à copier des thèses sur la trahison en droit pénal, ironie du sort. J'ai rencontré Antoine là-bas, un étudiant aux yeux bleus comme la Seine en crue, qui m'a vu pour la première fois. Pas la sœur d'eux, mais Lily, la femme aux cicatrices invisibles. Nous nous sommes aimés dans les combles humides de Montmartre, sous les toits où les rats dansaient la valse. Il ignorait tout de mon passé, et j'aurais voulu que cela dure. Mais Émilie l'a vu, a flairé la menace. Une nuit, après une réception au Louvre, elle l'a séduit, ou du moins, c'est ce qu'elle m'a jeté au visage le lendemain, une photo floue sur son téléphone. Antoine, torse nu, dans son lit à elle. Il préfère les originales aux copies, petite sœur. Son rire était un poignard. J'ai pleuré cette nuit-là, seul dans ma chambre de bonne, les murs suintant d'humidité comme mes larmes. Mais la rage a germé,
noire et tenace, comme la moisissure sur les vieux fromages de Roquefort. J'ai commencé à fouiller. Les dossiers familiaux, cachés dans le coffre de maman sous le parquet du bureau. Des lettres jaunies, des relevés bancaires. Et là, la preuve. Le testament d'Henri, falsifié après sa mort. J'étais l'héritière légitime, adoptée non pas par pitié, mais parce qu'Henri m'avait reconnu comme sa fille biologique, fruit d'une liaison avec une Algérienne lors d'un voyage d'affaires. Émilie n'était que la demi-sœur, et maman avait tout arrangé pour la protéger. Le choc m'a plié en deux, vomissant dans l'évier de porcelaine ébréché. J'étais la vraie Lily de Montfort, pas l'intruse. Et elle le savait depuis le début. La trahison n'était pas seulement un meurtre, c'était un vol d'identité, une vie volée. J'ai rangé les documents, le cœur battant comme un tambour de la Bastille avant la prise d'assaut. La vengeance? Pas un caprice, mais une justice française, lente, inexorable, comme le fleuve qui emporte les corps vers la mer. Les mois suivants, j'ai joué le jeu sourire forcé au dîner, où Émilie paradait avec ses amants éphémères, des acteurs ratés ou des fils de diplomates. Maman, avec ses perles et ses fourrures, me lançait des regards obliques, comme si elle sentait le vent tourner. Antoine, il est revenu, confus, jurant que c'était un piège, une nuit arrosée où Émilie l'avait drogué. J'ai feint le pardon, mais à l'intérieur, le poison coulait déjà dans mes veines. Un soir de printemps, sous les cerisiers en fleurs du Luxembourg, j'ai décidé. Ce serait lent, théâtral, comme une pièce de Racine. Pas de couteau brutal, mais un venin subtil, administré goutte à goutte. J'ai contacté un ancien condisciple, un pharmacien de Belleville qui trafiquait des substances pour les laboratoires underground. De l'arsenic, dilué dans du vin, indétectable au premier regard. Pour les rats, ai-je dit. Il a ri, jaune. De retour à la maison, j'ai versé la première dose dans la carafe de maman, lors d'un thé dominical. Elle a toussé, blâmé l'air pollué de Paris. Émilie, ignorante, a trinqué avec moi, à notre famille unie. Son verre a teinté contre le mien, et j'ai souri, sentant le destin se tordre comme une écharpe de soie autour de leur cou. Mais la tension montait. Émilie, sentant peut-être l'ombre, a commencé à me harceler plus ouvertement. Des textos venimeux, reste à ta place, où je raconte tout sur le suicide de papa. Elle bluffait, elle ignorait que j'avais les preuves. Maman, plus rusée, m'a convoqué un soir dans son boudoir, imprégné d'odeurs de Chanel et de regrets. Lily, ma pauvre enfant, tu crois que la vérité te libérera? Elle nous détruira toutes. Ses yeux de chatte siamois, imploraient. J'ai feint la faiblesse, peut-être, maman. Mais le mensonge m'étouffe. Cette nuit-là, seul, j'ai rédigé une lettre anonyme à un journaliste du Monde, décrivant vaguement le suicide suspect d'Henri de Montfort. Pas de nom, juste assez pour planter la graine du doute. Les journaux ont mordu, un article éphémère, vite étouffé par les avocats familiaux. Mais Émilie a paniqué. Elle m'a confronté dans la cuisine, un couteau à pain à la main, ironie cruelle. C'est toi, hein? La petite fouineuse. J'ai reculé, le cœur en feu, et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. La vraie Émilie, pas la lionne, mais la hyène affamée. Et si c'était toi, la meurtrière? Ai-je murmuré. Elle a ri, mais d'un rire forcé, comme un hoquet. Prouve-le, bâtarde. Je n'ai rien dit. Le poison agissait déjà. Des maux de tête pour maman, une pâleur chez Émilie. Paris, indifférente, continuait son ballet de klaxons et de lumière, tandis que dans notre mausolée, la mort dansait la valse lente. Les fissures se sont élargies comme les craquelures sur la façade de Notre-Dame après l'incendie, invisibles au premier regard, mais prêtes à engloutir tout un monde. J'ai continué mon double jeu, assistant au vernissage au Grand Palais, où Émilie collectionnait les regards lubriques des critiques d'art, pendant que je glissais des gouttes dans leur flûte de Dom Pérignon. Antoine, mon ancre dans cette tempête, sentait le malaise sans le nommer. Lily, tes yeux. Ils sont comme ceux d'une louve qui guette. Je riais, l'embrassant sous les ponts de la Seine, où les touristes prenaient des selfies devant les bouquinistes. Mais la nuit, seul, je relisais les lettres d'Henri, ces missives jaunies où il me nommait ma petite perle d'Alger, promettant un avenir loin des intrigues de Claire. Maman a été la première à craquer. Un matin de juin, alors que la chaleur étouffante de Paris collait les chemises sur la peau comme une seconde couche de culpabilité, elle m'a appelé dans son cabinet de travail. Les rideaux de velours vert bouteille filtraient la lumière en un clair-obscur digne de Rembrandt, et elle était là, affaissée dans son fauteuil bergère, le visage cireux, une main tremblante sur une tasse de thé fumante. J'ai vu un médecin, Lily. Du poison. Lent, insidieux. Comme ce que nous avons fait à ton père. Sa voix était un murmure, brisé par des quintes de toux. J'ai feint la surprise,
m'agenouillant à ses pieds comme la fille repentante. « Maman, qu'est-ce que tu dis? C'est l'âge, le stress. » Elle a ri, un son rauque, presque animal. « Ne me mens pas, enfant. Tes yeux sont les miens, calculateur, impitoyable. Émilie t'a poussé trop loin, n'est-ce pas? » J'ai hésité, le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume d'un forgeron du Marais. Était-ce une confession? Une alliance? Elle a sorti une enveloppe jaunie du tiroir, la même que j'avais vue dans le coffre. Henri t'aimait, tu sais. Plus qu'Émilie. Elle n'était qu'un accident, un caprice de jeunesse. Toi, tu étais son secret, sa rédemption. Mais j'ai tout pris. Pour elle. Pour nous. Les larmes coulaient sur ses joues poudrées, creusant des sillons comme des rivières sur du sable. J'aurais pu l'embrasser, pardonner dans un élan de roman-fleuve à la Zola. Au lieu de cela, j'ai sorti ma propre preuve, la copie du testament authentique, tamponnée par un notaire de Neuilly. Alors, restitue-moi ce qui est à moi, maman. Ou le poison continuera. Ses yeux se sont écarquillés, un mélange de terreur et d'admiration perverse. Tu es ma fille, après tout. Nous avons scellé le pacte d'un regard. Elle modifierait les actes, me léguant la moitié de l'empire, vignobles, immeubles, comptes offshore. En échange, le poison s'arrêterait. Pour elle. Mais Émilie, elle flairait le traquenard. Ses attaques se sont intensifiées, des rumeurs lancées dans les cercles mondains, me dépeignant comme une mythomane, une Algérienne opportuniste. À une soirée au Fouquet-S, elle m'a acculé dans les toilettes dorées, son haleine chargée de gin. Je sais ce que tu mijotes, Lily. Maman est faible, mais moi, je te détruirai. Imagine les journaux, la fille adoptive empoisonneuse, héritière au meurtre. Elle a ri, mais sa main tremblait sur son sac Birkin. J'ai souri, effleurant son verre abandonné sur le lavabo. Essaie, ma sœur. Mais souviens-toi, le vin coule toujours vers le bas. Antoine, inconscient du drame, m'a emmené en week-end à la campagne, dans un gîte normand où les pommiers ployaient sous le cidre. Là, sous un ciel laiteux, j'ai failli tout lui avouer. Nous marchions sur les falaises de Étretat, le vent salé fouettant nos visages comme un rappel de la mer impitoyable. J'ai un passé noir, Antoine. Des fantômes qui me poursuivent. Il a pris ma main, ses doigts chauds contre ma peau froide. Alors, partage-le. Nous le combattrons ensemble. J'ai pleuré, pour la première fois depuis des années, mais les mots sont restés coincés, comme des arêtes de poisson dans la gorge. De retour à Paris, le piège s'est refermé. Émilie a fouillé ma chambre, trouvé les flacons vides d'arsenic, j'en gardais pour la menace. Elle a appelé la police, anonymement, déclenchant une perquisition discrète. Les flics du commissariat du 8e, ces limiers blasés par les scandales des riches, ont débarqué un soir pluvieux, renversant des vases Ming dans leurs ailes. Maman, alitée, a feint l'ignorance. Émilie, triomphante, m'a regardé emmener menottée, un sourire de gorgone sur les lèvres. La garde à vue fut un enfer baudelairien. Néon cru, café tiède, interrogatoire où l'inspecteur, un moustachu au regard de chien battu, me harcelait. Mademoiselle de Montfort, ou peu importe votre nom, l'arsenic dans le sang de madame votre mère. C'est vous? J'ai nié, les yeux dans les siens, invoquant les fantômes familiaux. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. Émilie avait lutté, retourné la situation, me faisant porter le chapeau comme autrefois pour le meurtre de papa. Libéré sous caution, merci les avocats des Montfort, j'ai juré, ce serait sa fin. Pas physique, pas encore. Psychologique. J'ai contacté le journaliste du Monde, cette fois avec des preuves. Scan des lettres, témoignages d'anciens employés de la maison. L'article a éclaté comme une bombe. Le suicide d'Henri de Montfort, un meurtre familial. Les tabloïds ont suivi, Le Figaro en tête, dépeignant Émilie en paria. Elle a craqué au téléphone, sa voix hystérique. « Retire ça, Lily. Tu ruines tout. » J'ai répondu doucement, comme tu as ruiné ma vie. Maman, entre deux chimiothérapies, le poison avait fait son œuvre, m'a convoqué à son chevet dans une clinique privée de Neuilly. Arrête, Lily. Pour l'héritage. J'ai tout arrangé. Elle a signé les papiers, me léguant les vignobles, l'hôtel particulier. Émilie, ruinée en réputation, a tenté de contre-attaquer. Une interview larmoyante à Paris Match, se posant en victime de la « sœur jalouse ». Les lecteurs se sont divisés. Certains la plaignaient, la vraie fille. D'autres, flairant le scandale, me voyaient en justicière. Mais le twist familial est venu d'un appel inattendu. Un cousin éloigné, un notaire de province, révélant un autre secret. Henri n'était pas mon père biologique. Non, j'étais la fille illégitime de maman elle-même, conçue avec un amant berbère lors d'un voyage en Algérie, avant Henri. Émilie et moi, sœurs de sang,
toutes deux bâtardes à notre façon. Maman avait tout menti pour protéger son empire. Le choc m'a laissé pantelante dans un café de la place des Vosges, sous la pluie fine qui effaçait les traces de mes pas. Émilie n'était pas la voleuse. Nous l'étions toutes. La vengeance prenait un goût amer, comme un absinthe mal dosé. Pourtant, je n'ai pas arrêté. Le poison final était prêt, une dose létale pour le dîner de Noël, où la famille se réunirait une dernière fois sous les guirlandes factices. Antoine, sentant le gouffre, m'a quitté cette nuit-là. Je t'aime, mais tu te noies dans la haine, Lily. Sauve-toi. Ces mots ont résonné comme un glas. Seul, j'ai marché le long de la Seine, les eaux noires reflétant les lumières des bateaux-mouches. Paris, ma geôlière, ma complice. Le lendemain, j'ai versé le vin empoisonné, attendant le hurlement final. Le masque est tombé lors du dîner de Noël, dans la salle à manger aux lambris sombres où les portraits ancestraux nous toisaient comme des juges de la Cour des comptes. La table ployait sous les foie gras et les truffes noires du Périgord, mais l'air était chargé d'une tension palpable, comme avant une tempête sur la Méditerranée. Émilie, pâle sous son maquillage de guerre, sirotait son Bordeaux avec méfiance, ses yeux verts me transperçant comme des flèches empoisonnées. Maman, amaigrie par les traitements, présidait d'une main tremblante, un châle de cachemire autour des épaules pour masquer ses os saillants. J'ai levé mon verre, la voix suave comme un air de Debussy. À la famille, à nos secrets qui nous unissent plus que le sang. Émilie a ricané, posant son verre sans y toucher. Parle pour toi, Lily. Certains secrets tuent. Les domestiques, discrets fantômes en livrée, ont reculé, sentant l'orage. J'ai souri, versant une rasade supplémentaire dans sa coupe, l'arsenic, inodore, invisible, coulant comme des larmes de crocodile. La conversation a dérapé vite. Maman, ivre de morphine et de regrets, a lâché « Émilie, ma chérie, il est temps de dire la vérité à Lily. Sur ton père. Sur le nôtre. » Émilie a bondi, renversant sa chaise sculptée. « Tais-toi, maman. Elle n'est rien. Une erreur d'Alger. » Mais les mots étaient sortis, empoisonnant l'air plus sûrement que mon filtre. J'ai sorti les lettres, étalées sur la nappe damassée comme des cartes au tarot de la mort. « Lisez, mesdames. Henri me léguait tout. Et maintenant, je sais, je suis de votre sang, maman. Pas d'Henri, mais de votre amant berbère. Nous sommes sœurs, Émilie. Vraie sœur. » Le silence a été assourdissant, brisé seulement par le tic-tac de la pendule Louis XV. Émilie a hurlé, un cri primal qui a fait trembler les cristaux. « Mensonge. Tu mens pour me voler. » Elle s'est jetée sur moi, griffes sorties, mais maman s'est interposée, chutant dans un fracas de porcelaine brisée. « Assez. J'ai tué Henri, pas toi, Émilie. Pour te protéger, pour protéger Lily. Il voulait vous séparer, vous renvoyer toutes les deux. » La révélation a éclaté comme une grenade. Maman, la main qui avait tenu le couteau, pas Émilie. J'avais porté le faux témoignage pour rien. Émilie, innocente du meurtre, mais coupable d'avoir laissé faire. Le chaos s'est installé. Émilie, en larmes, a fui dans la nuit parisienne, claquant la porte cochère. Maman, agonisante, m'a agrippé le bras. « Pardonne-moi, Lily. J'ai tout gâché pour l'orgueil. Prends l'héritage, mais sauve-la. Elle est brisée. » J'ai hoché la tête, mais le poison courait déjà dans ses veines. Le mien, cette fois. Elle a convulsé, bavant une écume rosée, et a rendu l'âme sous mes yeux, un rictus de paix sur les lèvres. La police est arrivée à l'aube, alertée par les domestiques. Émilie, revenue pour une confrontation finale, m'a accusé, c'est elle, l'empoisonneuse. Mais les analyses ont révélé l'arsenic chronique, remontant à des mois. Les preuves pointaient vers nous deux, mes flacons, ces rumeurs. Le procureur, un aigle au regard perçant, a divisé les charges, moi pour meurtre prémédité, elle pour complicité morale, ayant su pour le poison sans alerter. Le procès, au palais de justice de l'île de la Cité, fut un cirque gothique. Les médias, affamés, dépeignaient Émilie en martyr, la fille légitime trahie par la sœur adoptive jalouse. Moi, la sorcière d'Alger, la vengeresse aux mains tachées. Antoine a témoigné pour moi, sa voix chevrotante, Lily est innocente de cœur. C'est la famille qui l'a corrompue. Mais les jurés, ces bourgeois du 7e, penchaient pour Émilie, murmurant sur les liens du sang. J'ai plaidé la légitime défense psychologique, exhibant le testament, les lettres, le viol de mon identité. Elles m'ont volé ma vie, messieurs dames. J'ai rendu justice. Le twist est venu d'un témoin surprise. Le pharmacien de Belleville, soudoyé par Émilie pour fournir non seulement l'arsenic, mais aussi un alibi bidon. Elle avait comploté avec lui pour me piéger, versant du poison dans ma propre tasse lors d'un thé, pour inverser les rôles.
Le scandale a explosé. Émilie, la manipulatrice, l'hypocrite qui avait lutté pour me faire accuser. Les jurés se sont divisés, comme Paris divisé par la Seine. Certains voyaient en moi une victime, d'autres, une parricide froide. Émilie, en larmes sur le banc des accusés, hurlait « Elle est folle. Regardez-la ». Mais le doute était semé. Le verdict, acquittement pour moi, sur vice de procédure, le notaire corrompu par maman avait falsifié des preuves. Émilie, condamnée à 10 ans pour complicité, son empire s'effondrant comme un château de cartes sous la pluie. Libre, mais brisé, j'ai erré dans les rues de Montparnasse, où les artistes maudits buvaient pour oublier. Antoine m'attendait, mais j'ai refusé, trop de sang sur mes mains. La vengeance avait goût de cendre, un absinthe frelaté. Pourtant, une lettre d'Émilie, de sa cellule à Fleury-Mérogis, est arrivée. Tu as gagné, sœur. Mais le vrai poison, c'est nous. Pardonne-moi. J'ai déchiré la lettre, mais les mots restaient gravés. Paris, indifférente, continuait son valse mortelle. La vague de la vengeance a déferlé sur l'hiver 2025, transformant Paris en un théâtre d'ombre où chaque flâneur pouvait être un espion, chaque café un piège tendu. Acquitté, mais marqué au fer rouge de la suspicion publique, j'ai fui l'hôtel particulier pour un appartement anonyme dans le 13e, près des tours de la Bibliothèque nationale, où les livres murmuraient des secrets plus sombres que les miens. Émilie, incarcérée, ourdissait depuis sa cellule. Des lettres anonymes, des fuites à la presse, me dépeignant comme l'empoisonneuse en série. Lily de Montfort, la veuve noire des Montfort, titrait les torchons people, avec des photos volées de moi, le visage émacié, errant comme un spectre. J'ai contre-attaqué subtilement, à la française, par les avocats et les alliances. J'ai racheté les vignobles bordelais, transformant les caves en musées du crime familial, pas littéralement, mais par des expositions voilées sur les héritages maudits de la noblesse. Les critiques acclamaient « un regard audacieux sur la décadence ». Émilie, apprenant cela de ses codétenus, entrait en rage, ses appels au greffe devenant des hurlements « Elle me vole tout, même en prison ». Antoine est revenu, un soir de brouillard, frappant à ma porte avec une bouteille de calvados normand. « Je ne peux pas te laisser seule dans cette nuit, Lily. Nous avons fait l'amour sur le tapis persan, un reliquat de la maison familiale, mais c'était âpre, teinté de larmes et de reproches. Tu as détruit ta sœur pour venger un fantôme, a-t-il murmuré. J'ai ri, amer, et elle m'a détruite pour en créer un. Il est resté, malgré tout, mon phare dans la tempête. Le vrai coup est venu d'un allié inattendu. Le cousin notaire, sera de province aux moustaches jaunies par le cognac, qui avait gardé une copie du testament original. Il m'a contacté via un canal sécurisé, craignant les ombres des Montfort. Lily, il y a plus. Henri n'était pas le monstre. C'était Claire qui trempait dans les diamants sanglants. Elle l'a tué pour couvrir ses dettes. Preuve à l'appui, des transferts bancaires vers des comptes à Genève, des photos d'elle avec des trafiquants maghrébins. Armé de cela, j'ai lancé l'assaut final. Une plainte pour révision du procès, visant à innocenter Émilie du meurtre, non par bonté, mais pour la lier à maman dans l'abîme. Les audiences, retransmises en direct sur France 2, ont divisé la nation. Les féministes me acclamaient « Une femme brise les chaînes patriarcales ». Les conservateurs me maudissaient « Une ingrate détruit sa famille pour de l'or ». Émilie, libérée sous caution pour la révision, m'a affronté dans un café du Marais, sous les yeux des caméras. Pourquoi, Lily? Nous aurions pu partager. Ses yeux, rougis par les nuits blanches, imploraient. J'ai répondu « Parce que tu m'as laissé porter le couteau ». Littéralement. La confrontation physique a éclaté. Elle m'a giflé, un claquement sec comme un fouet, et j'ai riposté d'un regard qui l'a figé. Le poison n'était pas que dans le vin, Émilie. Il était dans tes mots, tes rires. Les flashs crépitaient, Paris nous dévorant vivante. Antoine, témoin muet, m'a tiré en arrière, assez de sang. Mais la vague montait. La révision a innocenté Émilie du meurtre, mais révélé sa complicité dans les affaires illégales de maman, blanchiment, trafic. Condamnée à 5 ans ferme, elle s'est effondrée en cours, hurlant mon nom comme une malédiction. Moi, absoute, mais exilée socialement, j'ai vendu l'héritage piecemeal, finançant une fondation pour les enfants adoptés, ironie cruelle, une rédemption achetée au prix du chaos. Pourtant, la tension culminait. Une nuit, un appel anonyme, Lily, Émilie prépare sa revanche. Depuis la prison. Paranoïaque, j'ai engagé un détective, un ex-flic aux cicatrices de la banlieue, qui a déterré le fil. Émilie avait soudoyé un gardien pour contacter un tueur à gages, un Algérien des cités, pour m'éliminer. Le rendez-vous était fixé. Un parking souterrain près de la Tour Eiffel, sous les étoiles indifférentes. J'y suis allé, armé non d'un gun, trop américain,
mais d'un enregistreur et d'un flacon de gaz lacrymogène. L'homme est apparu, silhouette trapue dans l'ombre, couteau à la main. Pour la sœur, a-t-il grogné. J'ai déclenché l'enregistrement, reculant, dit son nom. Pour le tribunal. Il a hésité, et j'ai vu la faille, un doute dans ses yeux sombres. Émilie. Elle paye bien. Mais toi, t'es comme elle, hein? Une Montfort. J'ai négocié, voix tremblante, double la mise. Tu l'as elle, pas moi. Il a ri, un son rauque comme le métro à l'heure de pointe, et a accepté. Le twist, il était un indique, travaillant pour Interpol sur les trafics familiaux. La chute d'Émilie a été spectaculaire, extradée pour complot d'assassinat, plus les vieux dossiers. En cellule, elle m'a écrit une dernière fois. Tu as gagné la guerre, mais perdu ton âme, Lily. Nous sommes maudites. J'ai brûlé la lettre dans un brasero du Luxembourg, les flammes dansant comme des diables. Antoine et moi avons fui à Bordeaux, parmi les vignes, cherchant une paix factice. Mais la vengeance, cette amante jalouse, murmurait encore. Était-ce justice ou un cycle infernal? L'écho des cendres résonne encore dans les nuits bordelaises, où le vent du Médoc porte les murmures des vendanges passées, comme les regrets d'une vie mal vécue. J'ai reconstruit, pierre par pierre, dans cette maison de pierre blonde aux volets bleus, entourée de rangs de cabernets qui s'étendent jusqu'à l'horizon comme une armée endormie. Antoine, patient comme un moine bénédictin, cultive le jardin, plantant des roses épineuses qui me rappellent les épines familiales. Mais le sommeil me fuit, hanté par les visages. Maman agonisante, Émilie hurlante, papa, ou qui qu'il fût, le couteau en main. Le twist final est arrivé comme un coup de théâtre de Molière, ironique et cruel. 1 an après l'emprisonnement d'Émilie, une enveloppe anonyme a glissé sous ma porte. Des tests ADN, certifiés par un labo suisse. Résultat, je n'étais pas la fille de l'amant berbère. Non. Henri était mon père, bel et bien, et Émilie. Ma demi-sœur, mais avec un twist. Maman avait falsifié l'adoption pour cacher que j'étais la première-née, légitime, issue d'un mariage secret avant son union avec Henri. Émilie, elle originale, était l'intruse, adoptée pour combler un vide après une fausse couche. Le choc m'a terrassé, vomissant dans l'évier de faïence, tandis qu'Antoine me tenait, impuissant. C'était un mensonge de plus, Lily. Pour te briser. Mais était-ce maman, ou Émilie, qui avait commandité ce dernier coup? La lettre jointe, d'une écriture tremblante. Maintenant, vis avec ça. Tu n'as rien gagné. Ta sœur. Depuis sa cellule, elle avait lutté une dernière fois, retournant le couteau dans la plaie. J'ai hésité. Révélé au monde? Porteur plainte pour diffamation posthume? Au lieu de cela, j'ai choisi le silence, un silence français, élégant et vénéneux. J'ai visité Émilie à Fleury-Mérogis, sous un ciel d'acier qui pleurait sur les barbelés. Elle était changée, cheveux coupés courts, yeux caves, le tailleur chic remplacé par une tenue de prisonnière. « Tu es venue jubiler » a-t-elle craché, sa voix éraillée par les cris des codétenus. Je me suis assise, les mains croisées comme une duchesse à Versailles. Non, Émilie. Pour en finir. Les tests. Je les ai lus. Tu savais? Elle a pâli, puis ri, un son brisé. Maman me l'a dit, sur son lit de mort. Pour me protéger. Lily est la vraie, mais brise-la ou elle nous détruira. J'ai obéi. Comme toujours. Les larmes ont coulé, chaudes sur la table en formica. Pardonne-moi, sœur. J'étais jalouse d'un fantôme. J'ai tendu la main, et elle l'a prise, nos doigts entrelacés comme des vignes mutuellement étouffantes. Nous sommes maudites, mais libres maintenant. Dehors, la pluie martelait, lavant les péchés. Émilie a été libérée conditionnellement 6 mois plus tard, pour bonne conduite ou pitié des juges, divisée jusqu'au bout. Elle est venue à Bordeaux, squelettique, un spectre en jean et pull vert. Nous n'avons pas parlé du passé. À la place, nous avons marché dans les vignes, foulant les raisins noirs sous un soleil pâle. Antoine nous a accueillis avec un dîner simple, magret de canard, vin de notre propre cru. Pour la première fois, Émilie a souri vraiment, sans venin. C'est bon d'être sœur, pas ennemie. Mais la nuit, seule, je me demandais, était-ce la fin ou un nouveau cycle? Les lecteurs des tabloïds, ces juges du peuple, débattaient encore, héroïne ou monstre? Vengeance justifiée ou folie destructrice? Paris, lointaine, continuait son indifférence, mais ici, dans les cendres des illusions, j'ai trouvé une paix précaire. Le poison s'est dissipé, laissant un goût de terre et de raisin mûr. Et si la vraie twist était celle-ci, la trahison nous avait unis, plus sûrement que le sang. Nous, les filles de l'ombre, régnions enfin sur notre empire de regrets. Fin.